Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Autrement. Je tiens à remercier le Musée de la Civilisation qui nous accueille pour le tournage de cette portion de l'émission. Et Mélanie, aujourd'hui, on parle de contaminants d'intérêt émergents. Pourquoi avoir choisi d'aborder cette thématique? Bien, on en parle souvent dans les médias, mais on démystifie pas vraiment c'est quoi. On va parler qu'on a retrouvé des traces d'aspirine ou d'acétaminophène dans l'eau. On va parler qu'on a du plastique, qu'on retrouve du plastique dans nos aliments. Donc, c'est pour faire le point là-dessus sur qu'est-ce que c'est des contaminants d'intérêt émergent. C'est quelque chose qu'on vient pas découvrir, là. C'est pas émergent, c'est juste parce qu'on vient de commencer à les mesurer. C'est quoi cette menace-là sur notre santé, sur la santé de l'environnement aussi, là, parce que les poissons en ingèrent. Il faut en prendre conscience parce que ici, on mesure pas encore ces contaminants-là. On n'a pas d'obligation de les traiter nécessairement. Et par contre, notamment en Europe, il y a cette préoccupation-là parce que c'est toujours le principe de précaution en Europe. Ils veulent pas arriver sur un mur, ils veulent prévenir. Évidemment. Donc, on va au reportage et on vous revient pour la fin de l'épisode. Bonjour, M. Sauvé. Bonjour. Vous allez bien? Ben oui, ça va bien, vous? Ben oui, certainement. Mélanie me réfère à vous pour comprendre les notions en ce qui concerne les contaminants d'intérêt émergents. Vous êtes au bon endroit. Je suis au bon endroit? Absolument. Bienvenue dans le laboratoire. Voilà. Yeah. Les contaminants émergents, on peut les définir de différentes façons. Et on devrait probablement plutôt dire des contaminants d'intérêt émergent, parce qu'il y a des molécules qui ne sont pas nécessairement nouvelles, mais c'est nouveau de s'en inquiéter. On réalise qu'il y a des problèmes, on réalise qu'il y a des enjeux, et donc il y a un intérêt émergent qui est associé à ça. Les contaminants émergents, c'est toute une famille de produits. Il y en a une quantité énorme. Ce sont des produits d'usage courant et ils n'ont d'émergent que le fait que ce n'est que depuis quelques années qu'on est capable de les mesurer, compte tenu qu'ils exigent un équipement analytique vraiment sophistiqué qui n'existait pas autrefois ou qu'on n'avait pas nécessairement les moyens de se payer. Ça c'est vraiment la chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse. Donc, la chromatographie, c'est cette portion-là qui va faire la séparation de nos contaminants. Le spectromètre de masse, c'est l'appareil à côté qui, lui, va faire la mesure de la masse ou des masses, il y en a plusieurs. Et c'est contrôlé par ordinateur. Et c'est tout ça qui permet de mesurer les contaminants émergents. Quand on préconcentre, on arrive à détecter l'équivalent d'un cube de sucre dilué dans le stade olympique. On va préconcentrer, on va le mettre dans nos équipements et on va arriver à détecter combien il y en avait, s'il y avait l'équivalent d'un demi, de 2, de 1, de 3 cubes de sucre dilués dans le stade olympique. C'est le niveau de détection qu'on est capable de faire, ou même un peu plus bas, avec ce genre d'instrument. Il y a toute une série d'autres composés qui ne sont pas nouveaux, des hormones, des terres rares, des métaux, des cyanotoxines produites par les algues bleu vert, et tout ça existe depuis très, très, très longtemps. C'est pas particulièrement nouveau, mais c'est nouveau de s'en inquiéter. On réalise qu'il y a des problèmes, on réalise qu'il y a des enjeux, et donc il y a un intérêt émergent qui est associé à ça. Est-ce qu'on retrouve les contaminants émergents dans tout type de plan d'eau, un lac comme ici, un ruisseau? Ben, du moment qu'il y a des habitants et qu'ils ont des usages personnels, comme on l'évoquait, soit des produits de beauté ou des médicaments, c'est sûr qu'il va y en avoir. Donc, on pensait que les médicaments n'étaient pas trop d'inquiétude et qu'ils ne nous causaient pas trop de soucis, mais on s'aperçoit qu'ils sont un peu partout. Un bout des médicaments qui est absorbé dans le corps, il y en a une portion qui est éliminée, il y en a une portion qui est transformée, puis il y a une portion non négligeable qui va être rejetée dans l'urine, dans les fesses, qui se ramasse dans les eaux d'égout. Et jusqu'à un certain point, c'est proportionnel au nombre d'habitants par rapport à la grandeur ou à la capacité du milieu récepteur. Si on prend l'exemple de la station d'épuration de la Ville de Montréal, le panache ou la trace du panache de la station d'épuration se mesure jusqu'à l'entrée du lac Saint-Pierre. Donc, il y a un profil de la
pollution par le panache qui est mesurable pendant des kilomètres et des kilomètres. Dans le lac Saint-Charles, on trouve des concentrations qui sont de 2 à 3 fois moindres que celles qu'on trouve dans le Saint-Laurent. Le bassin de la prise d'eau du lac Saint-Charles, c'est à peu près 48 000, 50 000 personnes, alors que le Saint-Laurent, c'est combien de millions? Ici, il y a beaucoup de trucs qu'on a pris en bateau, dans des missions en bateau sur le Saint-Laurent pour prendre à différents endroits. Et donc, on a un profil le long du fleuve et de chaque côté du fleuve. On a des profils dans différentes saisons. Je ne sais pas si vous voyez, là, on voit que c'est pas super propre au fond de la bouteille. Là. Il y a un dépôt. Il y a un résidu, là. Il y a un résidu qui s'est déposé. Si la concentration dans l'eau du fleuve change en l'espace de quelques mois, ça prend une masse gigantesque de pesticides qui arrivent dans l'eau, de par les bassins versants qui s'écoulent doucement puis qui arrivent dans le fleuve. Il faut réaliser, là, ça représente des tonnes et des tonnes d'atrazine dans tout le débit d'eau du fleuve. La technologie, elle existe, puis elle n'est pas nécessairement très complexe. C'est un défi socio-économique de changer comment on fait l'agriculture. L'avantage et le risque du fleuve, c'est que le débit d'eau est tellement grand qu'il y a une capacité de dilution qui est réelle, mais qui n'est pas infinie. On travaille trop sur la présomption qu'on peut tout mettre dans le fleuve, que ça va diluer. Ben non, là, on arrive au point où on peut mesurer des changements dans le fleuve, on peut mesurer des changements dans le golfe, mais on a assez pollué notre fleuve et le golfe pour qu'on voit que la qualité de l'eau est affectée. Alors, les impacts ne sont pas toujours faciles à déceler, mais ceux qui ont été beaucoup étudiés, ce sont les produits, par exemple, comme les pesticides ou d'autres produits, comme certains médicaments. Et évidemment, chez les humains, a priori, ils ne font pas beaucoup d'effets, surtout les médicaments, puisqu'on les prend pour des raisons médicales. Les stations d'épuration, sans traitement comme la Ville de Montréal, les concentrations d'hormones qui sont rejetées, à l'occasion, on mesure des trucs qui sont une centaine de fois plus élevés que les seuils pour féminiser les poissons. Au point de rejet, ces concentrations-là sont très élevées. Et là, on parle de perturbateurs endocriniens, d'hormones qui ont des impacts très sévères chez les poissons. C'est sûr que c'est dilué, puis que les truites adultes, les poissons adultes sont peu ou pas affectés, mais les alevins vont être très affectés. Les poissons et les organismes aquatiques sont obligés de vivre avec ça, alors que nous, on les a avalés de notre propre décision et on peut s'en passer à la rigueur parce qu'on ne vit pas comme les poissons dans l'eau. Dans les contaminants émergents, il y aurait aussi une inquiétude particulière sur ce qui est inflammatoire, cancérigène. Et j'ai aussi une inquiétude particulière sur les antibiotiques. Donc, les antibiotiques qui se ramassent dans l'environnement contribuent à la résistance aux antibiotiques. On a des seuils, puis on sait que si on est au-dessus du seuil, il y a un problème, il faut le gérer. Puis si on est en dessous, il n'y a pas de problème. Mais quand on est dans les contaminants émergents, c'est nouveau. On ne peut pas vérifier si on respecte les critères. Il n'y a pas de critères. On peut essayer de vérifier dans la littérature s'il y a un petit peu d'informations, mais souvent, la littérature scientifique n'a pas assez d'informations. En Europe, on préfère utiliser le principe de précaution et dans le doute, on va légiférer puis réglementer de façon très sévère. Alors qu'en Amérique du Nord, trop souvent, faut pouvoir faire la démonstration qu'il y a des impacts avant de pouvoir réglementer. Moi, j'ai encore des petites inquiétudes au niveau de l'eau potable. C'est vraiment pour certains pesticides qui, à l'occasion, vont dépasser les normes et surtout pour des bébés en bas âge. Donc, pour faire un biberon avec du lait maternisé, là, je réfléchirais 2 fois, puis il y a une question de saison, puis de taux de pesticides, puis de toutes sortes de choses. Le défi, c'est vraiment d'essayer de déterminer quand est-ce que ce qu'on mesure est significatif, que c'est important, que ça a un impact, puis que ça va avoir représenter un risque pour la santé humaine, pour l'environnement, les poissons, les oiseaux, les invertébrés, etc. Pour ce qui est des eaux usées municipales,
Présentement, il y a peu ou pas de réglementation par rapport aux contaminants émergents, les médicaments, les hormones, ces choses-là. Il y a très peu de réglementation. Donc, les technologies pour traiter ça existent, mais elles sont très coûteuses et complexes à mettre en place. Et il n'y a pas d'incitatif ou d'obligation des villes de payer cet extra ou ces millions de plus qu'il faudrait dépenser. Pour ce qui est des réseaux d'égouts, il y en a certains qui sont traités parce que finalement, dans un système de traitement d'eau usée, ce sont des bactéries qui font le boulot. Donc, il y en a une bonne partie qui est dégradable, dans la mesure où le produit au départ était biodégradable. Certains ne le sont pas. Et donc, eux, ils vont subsister, ils vont être rejetés avec l'égout traité par l'usine de traitement d'eau d'égout. Si on parle de pesticides et si on parle même de nutriments, donc d'excès de phosphore, excès d'azote, mais tout ça, ça vient beaucoup du milieu agricole. Et là, les méthodes pour traiter ça, elles existent. Elles ne sont pas nécessairement très complexes. C'est d'avoir des bonnes bandes riveraines, c'est de s'assurer qu'on traite nos eaux de drainage et donc que le drainage agricole n'arrive pas directement dans le cours d'eau. Du côté de l'eau potable, c'est un peu plus délicat parce que l'eau potable, elle doit être par définition potable. Donc, il faudrait qu'il n'y ait pas de choses nocives pour l'être humain. Il faut avoir des systèmes qu'on appelle d'oxydation. Si l'usine est bien équipée, comme c'est le cas, je vous le dis, dans la région de Québec, bien là, on va trouver nécessairement de l'ozone et du chlore. La chloration seule ne suffit pas. Parce que la chloration est surtout faite pour les micro-organismes qui sont beaucoup plus faciles à tuer. Alors que l'ozone est fait pour enlever ces substances à l'état infinitésimal, dont les contaminants émergents. Et heureusement, l'ozone fait bien son boulot. Une eau qui goûte le chlore, elle est faite pour vous protéger. Même si elle vous agace un petit peu de la boire, c'est la preuve que vous êtes protégé. C'est qu'elle a été traitée. C'est qu'elle a été traitée, puis qu'il y a encore du chlore pour vous protéger au cas où il y aurait une recontamination par des bactéries. Si je vous demandais, est-ce que c'est l'ensemble des usines de traitement d'eau potable au Québec qui sont au même niveau ou certaines auraient besoin de mises à jour importantes? Ça dépend beaucoup de la grosseur de la municipalité. Une municipalité qui est toute petite, elle n'a pas nécessairement les moyens de se payer cette usine-là et pas les moyens de l'opérer. Donc, elle va se limiter à ce qu'exige le règlement sur la qualité de l'eau potable au Québec et elle va probablement se contenter que de chlore. De toute façon, c'est dans des concentrations qui ne sont pas dangereuses ni nocives, mais ça paraît par rapport à celles qui ont un système plus sophistiqué. Il y en a dans l'eau du robinet, il y en a même dans l'eau embouteillée. Et donc, faut pas s'imaginer que l'eau embouteillée n'a aucune trace. Il reste des traces et les contaminants émergents, on en voit partout. Centrifugeuse, on s'en sert quand même beaucoup, nous, quand si on a un échantillon puis qu'il y a plein de choses en suspension. Donc, on va centrifuger et donc tous les particules en suspension vont toutes se ramasser au fond et l'échantillon au-dessus va être beaucoup plus propre. Okay. Donc, on peut soit mesurer l'eau sans les particules, soit enlever l'eau et resuspendre dans un plus petit volume, ce qui était le culot ou les particules si on voulait mesurer les particules. Tout ça vous permet vraiment là, de séparer dans les échantillons qu'on vous envoie l'eau de ce qui se trouve à l'intérieur, en fait. Des particules. Les particules. Tout ce qui aurait un poids différentiel. Les microplastiques, essentiellement, c'est des particules de plastique qu'on va retrouver dans l'environnement. On peut les définir avec leur taille. Généralement, on va dire que c'est entre 1 micron et 5 mm. Au-dessus de ça, on va dire que c'est des macroplastiques. Puis en dessous, ça va être considéré des nanoplastiques. On va avoir des microplastiques primaires, donc qui proviennent de l'activité humaine, c'est-à-dire qui ont été manufacturés avec des tailles millimétriques déjà. Si mettons les produits cosmétiques, les petits microbes dans les produits cosmétiques, les microfibres. Ces microfibres-là, quand on fait du lavage, il y a des milliers et des milliers de fibres qui sont relarguées, puis nos appareils ménagers, ça ne va pas le filtrer, puis ça va se retrouver dans l'environnement. Puis il y a des microplastiques secondaires. Donc, les microplastiques, une fois dans l'environnement, avec des processus naturels, l'érosion, que ce soit par le vent, que ce soit par l'eau, qui vont se dégrader en de plus petits fragments. On a la peinture aussi pour le marquage routier. On va avoir l'usure des pneus aussi,
qui vont être des sources potentielles. Donc, une mauvaise gestion des déchets puis des matières résiduelles, des dépotoirs illicites ou qu'on les jette un peu n'importe où, ça se dégrade, ça se fragmente. Les études sur les microplastiques ont explosé dans la communauté scientifique. Là, quand on regarde les recherches, les gens s'intéressent de plus en plus à ça. On en retrouve un peu partout, puis les effets sont encore méconnus un peu sur l'environnement, sur les espèces animales, végétales. Fait que c'est pour ça qu'on est très concernés. Microplastique, tu sais, ça se dégrade hyper lentement. Fait que ça s'accumule dans l'eau, dans les sédiments, dans la chaîne trophique même, donc dans les organismes aquatiques. Tu sais, au final, c'est nous qui sommes au bout de la chaîne. Tu sais, ils en ont retrouvé un peu partout, dans les Pyrénées, vraiment très loin de tout humain. Fait que ça se retrouve vraiment partout, puis on sait pas les effets que ça va avoir. Tu sais, les microplastiques, une fois que c'est ingéré, mettons par des organismes aquatiques, c'est sûr que physiquement, on a tous vu des photos d'animaux qui ont plein de plastique à l'intérieur. Donc, ça peut endommager, nuire au système digestif, mais aussi ça peut être transféré dans différentes parties, tissus et liquides organiques. Puis les microplastiques ont la capacité d'absorber différents polluants organiques persistants comme les métaux lourds. Puis souvent, quand on les produit, il y a des additifs chimiques donc qui sont toxiques, qui sont des perturbateurs endocriniens. Ça fait quoi? Bien, ça vient bousculer ton équilibre hormonal, puis ça vient nuire à ta croissance, ça peut venir affecter les fonctions de reproduction, le comportement, l'humeur. Donc, ça a vraiment des effets néfastes sur les organismes. Puis toute cette contamination-là, bien, ça se bioaccumule dans les organismes, puis ça se bioamplifie dans la chaîne alimentaire. Donc, on en retrouve partout. T'sais. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, ça va avoir des conséquences. L'eau est plus rare que l'or. C'est aussi, nos sociétés ont tendance à donner beaucoup d'importance à ce qui brille au lieu de ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel pour la vie, entre autres. Et la vie va être menée à rude épreuve dans les prochaines années. Et Viséo émane un peu de toutes ces réflexions-là. C'est qu'à la base, beaucoup de gens vont travailler sur le mauvais comportement, c'est-à-dire on va travailler sur les gens, exemple, qui ont le mauvais comportement, comme de fumer. On fait beaucoup de publicité chez les gens qui ont le mauvais comportement. Donc, à la base, Viséo émane de cette idée qu'on doit travailler sur le bon comportement, d'arroser les fleurs et non les mauvaises herbes. Donc, est arrivée cette idée de Viséo. Nous, on s'intéressait beaucoup aux boissons sucrées, à l'eau embouteillée. On trouvait que, de un, les boissons sucrées, c'est une eau qui est polluée et polluante. L'eau embouteillée, c'est une eau qui peut être polluante aussi. Et on n'a pas besoin de payer pour ça parce que l'eau qu'on a au Québec, elle est quand même de très grande qualité. Et c'est inutile de faire 800 km parce que pour une eau qui partirait de la Côte-Nord et pour s'en venir directement dans la capitale nationale, alors qu'on a une des meilleures eaux dans la ville de Québec. Donc, la vision de Viséo, c'est que l'eau potable non embouteillée, ça devrait être le choix numéro 1 et c'est un biais commun. Il faut s'assurer que ce choix par défaut-là soit accessible, plus attrayant et mieux publicisé au détriment de l'eau embouteillée et des boissons sucrées. C'est pas normal que dans la vie de tous les jours, on se promène sur une piste cyclable, on va dans un lieu public, on va dans des parcs, les nouveaux parcs qu'on construit pour les enfants, il y a des jeux d'eau, c'est formidable, les enfants jouent dedans, c'est de l'eau recyclée, mais cherchez une fontaine où vous pouvez vous abreuver. Ça n'existe pas. Vous allez sur une piste cyclable, c'est la même chose. C'est pas normal. Comment ça se fait qu'au Québec, on a perdu ça de vue? Donc, il faut ramener ça à l'avant-scène pour que, justement, l'eau potable soit accessible. Et si on veut vraiment que cette eau potable-là soit accessible, bien, il faut s'assurer de sa qualité et d'une mise en place d'un environnement qui est favorable à sa consommation. En discutant avec vous, on s'aperçoit que les milieux politiques semblent faire leurs efforts, les milieux municipaux aussi, même dans les milieux universitaires, on pousse nos recherches. Si je voulais ramener ça au niveau du citoyen, qui est un acteur un peu dans cette augmentation-là de contaminants émergents, si on avait un conseil, par exemple, à donner aux citoyens sur nos agissements ou notre façon d'agir face à ça?
Bon, c'est difficile de donner des moyens dans la mesure où si on prend par exemple les médicaments, si vous en avez besoin, vous les avalez, puis bon, une grande partie, comme je vous dis, passe tout droit après avoir fait leur travail dans le corps, et c'est fini par se retrouver dans les plans d'eau. Donc c'est assez difficile de limiter. Par contre, vous savez que ça se fait encore, il y a des gens qui rejettent leur excès de médicaments dans les toilettes. Et si on a des résidus d'antibiotiques, il faut les ramener à la pharmacie. Il ne faut pas les jeter dans la toilette, surtout pas. Pour le reste, essayez de minimiser. Mais ça va peut-être pour les produits de beauté, on pourrait peut-être les minimiser, mais les médicaments, c'est fort difficile. Et si en plus on parle des pesticides qui ne sont pas nécessairement utilisés par le commun des mortels, mais qui proviennent des activités agricoles, quel contrôle a-t-on? C'est assez délicat. Donc, c'est très difficile pour le commun des mortels de dire « Ah ben moi, je vais mettre un frein sur les contaminants émergents » alors qu'il ne sait même pas qu'il en a dans sa nourriture. Les 3 R en environnement, là, recycler, réduire, réutiliser au plus possible. Puis même si on vous offre des plastiques à usage unique, plastique, les refuser. Réduire le plus possible la consommation de plastique dans toutes les sphères. Là. Être conscient que c'est une matière qu'on va devoir en disposer après. Pour les fils de vêtements, ils se vendent des petits sacs ou des machines filtrantes qu'on peut mettre sur la laveuse aussi. Bien, au niveau du gouvernement, que ce soit provincial ou fédéral, bien, c'est encadrer puis mettre des lois pour réduire la distribution et la production de plastique. Là, il parlait en 2021, le gouvernement fédéral qui voulait bannir les plastiques à usage unique. Déjà, le réflexe d'avoir une bouteille réutilisable, c'est déjà le bon réflexe. Donc, ça fait en sorte que les gens n'achètent pas de l'eau embouteillée. Si je vous demandais en terminant un élément là, qui est super important pour vous, que les gens doivent comprendre, en lien peut-être avec les contaminants émergents, ce serait quoi? Bien, d'abord, de ne pas paniquer. Parce que, comme je vous dis, il y a 15 ans, on ne les mesurait pas. Parce qu'on n'était pas... Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas. Mais on n'était pas capable de les mesurer. Aujourd'hui, parce qu'on est capable de les mesurer, c'est sûr qu'on va aller trouver des traces dans ça. Donc, il ne faut pas paniquer avec ça. C'est assez simple, hein? Souvent, les mauvaises nouvelles à l'égard de l'eau, il n'y a que ça, malheureusement. Et pourtant, tous les bons côtés, tous les bons coups à l'égard de l'eau ne sont jamais sortis sur la place publique. Alors que les mauvais coups font toujours la première page. Quand ça a sorti tous ces éléments à l'égard de la contamination au plomb, la Ville de Québec avait gagné l'eau la meilleure au Québec au niveau organoleptique. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus en être conscient et s'auto-limiter quant aux usages dans la mesure où on le peut. Mélanie, c'est fascinant de voir à quel point on a l'impression, en fait, même quand on consomme, qu'on ne laisse pas d'impact, mais qu'au final, tout ce qui est consommé, tout ce qui est absorbé, on le rejette, mais on n'a pas tout éliminé. C'est ce qui, majoritairement, forme les contaminants d'intérêt émergent qu'on trouve. Il y a des choses qu'on n'a pas le choix. Là. M. Serra en a parlé. Là, on ne commencera pas à dire qu'on ne prendra pas les médicaments dont on a besoin. Par contre, bien, en fait, c'est plus une question de traitement. Là. À quelque part, il va falloir éventuellement penser à ajuster les traitements de ces eaux usées-là. On a la capacité, ça existe, les traitements. J'ai été notamment à l'usine de traitement à Lausanne où ils ont investi le même coût que ça a coûté pour le centre Vidéotron pour traiter les contaminants d'intérêt émergents. Est-ce qu'il y en a qu'on a déjà réussi à identifier qui pouvaient avoir des impacts peut-être plus négatifs sur notre santé ou sur les écosystèmes? À court terme, est-ce que ça a un impact? Peut-être pas. Mais quand on va boire de l'eau, par exemple, de la Yamaska, qui est la rivière la plus polluée du Québec, puis qui est pleine de pesticides parce qu'on est dans un milieu agricole, peut-être qu'il y a un effet éventuellement sur notre santé au niveau des cancérigènes. Est-ce qu'il faut boire de l'eau embouteillée pour cette raison-là? Je pense pas qu'il faut aller à s'acheter des tonnes de bouteilles de plastique parce qu'on va créer un autre problème avec les microplastiques. On l'a aussi vu. La solution, c'est de
pousser sur nos élus, pousser sur les administrations municipales pour dire que nous, on veut une bonne eau de qualité, puis on veut ajouter, puis on veut payer le prix. Puis l'autre affaire qu'on revient souvent, c'est si on décidait de faire payer la consommation de l'eau, mais l'eau payerait l'eau. En Europe, même en Ontario, si on veut améliorer la qualité de l'eau, on a des factures d'eau, on facture les gens et l'argent retourne aux organismes sur le terrain pour acheter, faire des projets sur le terrain, acheter des nouveaux équipements sur les usines d'épuration. Donc, ce concept-là, on l'a pas au Québec, de l'eau paye l'eau. Et c'est une des choses qui pourrait être améliorée, là, puis qui pourrait payer des infrastructures pour améliorer la qualité de l'eau. Puis éventuellement aussi, on sera peut-être un petit peu plus exigeant auprès de nos pères, nos amis, nos parents pour que tout le monde fasse un effort supplémentaire. Bien, merci beaucoup, Mélanie. La semaine prochaine, on parle des sels de voirie qui, eux aussi, ont un impact sur la santé de nos parents.